trouve qu'ils sont quelquefois pas assez soutenus, pas assez aidés par des gens qui pourraient les mettre en avant, comme des journalistes par exemple, qui le font avec des chroniques sur le vin. Pourquoi il n'y a pas de chronique sur les huîtres? Les huîtres qui sont en Normandie ne sont pas les mêmes huîtres qui sont en Bretagne. Les huîtres qui sont au mois de juin ne sont pas les mêmes que celles du mois de septembre. Le père d'Adrien, Louis Tessier, m'avait expliqué un jour, et ça c'est absolument flagrant, s'il y a une tempête, l'huître n'est pas du tout la même la semaine d'avant, la semaine d'après, s'il pleut, s'il ne pleut pas. Donc ce sont des produits qui ont une qualité gustative, une qualité festive que l'on veut leur reconnaître, mais qui sont des produits absolument à suivre de près. Et c'est en plus, l'huître fait rêver, c'est pas n'importe quoi. Puisque vous interpellez les journalistes, je mets mon costume. Je pense qu'il y a effectivement une faille. La saison médiatique des Top Chef, Master Chef, etc., elle a redémarré. À chaque phrase, et même dans on a le palmarès du Michelin qui vient de tomber. Et on a beaucoup de chefs qui sont installés dans un tic qui est le produit, le respect du produit et de la saisonnalité. Je pense que là, il y a une faille dans le discours de beaucoup de chefs, dès lors qu'on va parler d'huîtres et dès lors qu'on va parler de ces marques Ils savent même pas extrêmement connues. Ils veulent pas trop savoir. Un objet qui soit cuisinable, dans les meilleures conditions, alors, toujours pareil. Ce qui transpire de tout ce qui a été dit, c'est quand même le défaut d'information. Je serais curieux de savoir si des producteurs d'huîtres, je parle d'ostréiculteurs, sont amenés à faire des visites des closeries. Ça, c'est une question naïve, je n'ai pas On n'entre pas comme ça dans une écloserie. On n'entre pas comme ça. Et je serais assez intéressé de savoir si ce sont des pratiques qui peuvent s'envisager. Mais en tout cas, il y a une faille. On pourrait faire aller des chefs dans des closeries, par exemple. Ils verraient ce que c'est qu'un laboratoire, des antibiotiques et des millions d'huîtres qui sont toutes les mêmes, qui n'ont rien à voir dans la nature, rien à faire dans la nature. Alors, on a été interpellé ce matin sur Facebook par Pascal Leguet-Dupont. Est-ce qu'elle est là, peut-être? C'est quelqu'un qui était prise par son agenda. Non? Bon, ok, c'est pas très grave. Elle devait venir à ski, sinon. Vous vouliez intervenir, et vous vouliez aussi intervenir, je crois, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film. Oui, juste vous avez dit effectivement que l'huître était plébiscitée, la triploïde. Enfin, c'est ce qui est dit dans le film et que vous avez repris. Et en fait, elle est plébiscitée parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et une fois de plus, c'est aux producteurs vertueux de s'organiser et de porter le coût de la publicité, là où en fait ils rendent des services environnementaux. Alors moi, je connaissais pas du tout, je connais plus l'élevage et l'agriculture. Et je trouve que vraiment ce film, c'est un condensé des problématiques qu'on rencontre en élevage et en agriculture. En élevage, parce que c'est de l'animal, c'est du vivant. La concentration qui permet à des virus de se propager. Et ensuite, l'introduction dans le milieu naturel qui va contaminer les casiers avec des huîtres non triploïdes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur le plan économique, c'est très intéressant aussi parce que les quelques ostréiculteurs qu'on voit qui sont pour le modèle triploïde ne se rendent pas compte qu'une fois de plus, une fois que c'est pas eux qui vont se faire des sous, c'est effectivement ceux qui produisent, ceux qui font les naissants, ce sont les écloseries. Et eux, une fois que les écloseries auront décidé de donner ces naissants à d'autres ostréiculteurs partout dans le monde, jamais les ostréiculteurs français seront en capacité d'être en concurrence avec des ostréiculteurs plus productifs ou moins chers, avec un coût du travail moins élevé. Donc en fait, on voit se dessiner exactement la même tendance que dans tous les autres secteurs, laitiers, etc., comme on le voit en ce moment. Donc oui, la transparence et les signes de qualité paraissent être une bonne solution. Voilà, qui est bien envoyé, cinglant et bien résumé. Juste si je peux me permettre, ta comparaison avec l'élevage à terre s'arrête à un moment donné parce que nous, on sait super bien régler le problème du bien-être animal et de L214. On vous vend nos animaux vivants et c'est vous qui vous démerdez pour les tuer. C'est plus confortable. Je pense qu'à la vue des élevages, on avait le droit de penser peut-être aussi à la ferme des 1000 vaches sous certains aspects. Vous vouliez intervenir? J'ai une question. Alors, malheureusement, je suis arrivé en retard, mais je rattraperai en voyant l'excellent film, d'après ce que vous disiez. Ah oui, et alors, je voulais savoir, en fait, par rapport à l'Union européenne, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'on peut voter des lois et tout pour ça, mais si l'Union européenne décide que il y a une totale liberté des huîtres diploïdes ou triploïdes, et en plus avec la concurrence des pays étrangers, entre guillemets, je vois pas comment on peut réussir à préserver l'artisanat de l'ostréiculture en France. Donc, je voulais savoir ça.
Et puis voilà, c'est tout. Parce que bon, l'Union européenne, c'est une sorte de soviétisme soumis à l'économie de marché. Et donc, je veux dire, la politique en France, on peut voter des lois, mais s'il y a l'Union européenne qui interdit, après, on peut rien faire. C'est pour savoir ce qu'il en est, parce que je connais pas le dossier. Oui, mais c'est vrai, nous on l'a pas dit, mais je pense que Joël Lavé pourra mieux répondre que nous à cette question. Mais par rapport à l'Union européenne, c'est vrai que nous on l'a pas. C'est une des réponses de Benoît Hamon en fait aussi quand vous avez soumis l'amendement. C'est-à-dire que eux se réfugient derrière ça et disent c'est l'Union européenne qui décide. C'est faux. L'Union Voilà. européenne, ce sont les lobbies, et quelqu'un comme Barissal, qui est un écloseur, a pris autour de chez lui des parcs de façon à être aussi ostréiculteur. Et évidemment, quelqu'un d'intelligent et avec l'ambition que vous lui connaissez, il est représentant des ostréiculteurs à Bruxelles avec les lobbies, et sont foutus d'avance. Mais la question, c'est vrai, elle est importante. C'est répondu. Je suis pas sûr qu'il y soit toujours. Oui, donc l'Europe, on nous ramène souvent à la question de l'Europe pour dire on ne peut pas faire. Alors, dans certains domaines, effectivement, il faut être en compatibilité avec la réglementation européenne, mais sur la question de l'étiquetage, l'Europe si on le décide, si on trouve une majorité, l'Europe ne pourra pas nous l'interdire. Donc, on ne touche pas aux produits, on laisse la commercialisation possible des triploïdes. Et cet étiquetage, pardon. Si on demande, par voie législative, si l'amendement était voté, si on trouvait une majorité, eh bien l'étiquetage va être imposé sur les étals. Et on parlerait de ce logo, on parle de label, on parle d'association, on parle de marque collective, on parle de démarche. Étiquetage triploïde. Oui, alors, pour la triploïde. eux disent vous pouvez mettre en valeur, ils vous disent vous pouvez mettre en valeur vos produits, vous mettez vos étiquettes ostréiculteurs traditionnels, c'est très bien. Par contre, aller étiqueter les autres, ils n'en veulent pas, ils veulent pas triploïde. Alors, on avait trouvé, suite au colloque, après les débats, on avait trouvé une forme de consensus. On ne voulait pas entendre parler de diploïde, triploïde, c'est pas vendeur. La question était de dire, on pourrait dire huître née en mer, huître née en écloserie. Et ce sera toujours plus cher que de la concurrence déloyale des diploïdes et triploïdes, c'est ça le problème. Ce qu'il faudrait, c'est aussi un protectionnisme d'artisanat, quoi. Alors, Mais en fait, on prend le consommateur aussi pour un idiot. Parce qu'on dit, triploïde, c'est un nom barbare, on ne peut pas donner ce nom, ça va faire peur au consommateur. Donc le gouvernement préfère laisser le consommateur dans l'ignorance pour ne pas lui faire peur. Donc on n'est pas capable d'avoir la vérité sur ce qu'on mange, etc. Alors, au nom des médias, je peux quand même vous dire un truc, c'est que si vous avez une place correcte pour expliquer les choses, peut-être qu'on peut dérouler avec un peu de pédagogie. Là, c'est 54 minutes. Oui, bien sûr. Si vous faites un JT de TF1, en 30 secondes, une fois que vous aurez mis dans une même phrase triploïde, OGM et virus, voilà. La crainte, je pense, c'est ce discours anxiogène. Après, je vous rejoins entièrement. Mais donc, ce qu'il va falloir résoudre, c'est comment faire acte de pédagogie pleine et entière. Après, il y avait une belle approche, c'est par exemple toutes ces émissions comme Top Chef. Ah oui, on parle là-dessus. Pardon. On parlait de Top Chef, etc. Toutes ces émissions que des Français passionnés de nourriture, etc. regardent. Et comme on dit, envoyer une équipe dans une écloserie, voir des ostréiculteurs et communiquer sur le sujet de manière pédagogique. Déjà, ça peut être une première approche. Et il y a plein de reportages sur tout un tas de sujets. Effectivement, c'est peut-être pas abordé de manière très brève en 1 minute sur le JT, mais voilà, il y a plein de pistes à explorer pour approfondir ça. Les huîtres qui ont été servies. Les huîtres qui ont été servies. Moi, c'est une question complètement différente. C'était pour continuer dans la comparaison avec les autres formes d'agriculture. Dans le reportage, à un moment, il y a un des partisans des triploïdes qui dit que dans le saumon et dans la fraise, il y a aussi des triploïdes. Alors déjà, je voulais savoir si vous savez comment ça se passe déjà si c'est vrai, et aussi comment ça se passe dans ces secteurs. Est-ce qu'ils ont le même genre de problème? Comment est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'eux aussi ils ont une grosse mortalité due à la consanguinité, etc. Ou est-ce qu'ils ont une autre forme de législation, etc. En fait, c'est des problèmes qui sont assez différents, mais alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains fruits
Après, bon, en fait, c'est assez différent, voilà, chaque compartiment, mais pour les fruits, il y a des fruits qui peuvent être naturellement triploïdes. Je me fais pas fusiller du regard, c'est bon, je dis pas de bêtises. C'est ça. Non, mais ça peut être, en fait, beaucoup d'organismes vivants sont diploïdes. L'être humain, il est diploïde, il a des paires de chromosomes. Voilà, vous allez avoir parfois certains fruits qui peuvent l'être naturellement. Bon, ça c'est vrai. Après, effectivement, pour le saumon, c'est différent. Je sais que Les truites. ça pose beaucoup de questions, mais ils ont effectivement des truites triploïdes et ça pose question. Et on avait pas essayé joli. de mettre un peu, d'aller chercher un peu plus, se renseigner sur les truites triploïdes. C'était très difficile d'avoir de l'information. On avait vu quelques petites mais choses. ils ont des problèmes de stérilité, de non-stérilité en fait, donc de reproduction dans le milieu naturel avec des souches de truites, je sais, qui ont été lâchées dans les rivières pour le plaisir des pêcheurs. Voilà, ils ont des problèmes avec ça. Juste sur les c'est pas du saumon, c'est des truites. Ouais. Mais le saumon, je sais pas. Ils parlent de fraises et autres, on parle de vivant quand même. Oui. Donc, on parle quand même, la comparaison, ça va juste sur la truite. C'est pas les fraises et les bananes, on s'en fiche des fraises et les bananes. Juste pour répondre sur le mot triploïde, c'est pas un gros mot le mot triploïde. Dans la nature, la nature de temps en temps sort un animal triploïde qui est stérile. Du coup, souvent, on s'aperçoit que cet animal-là, en fait, il porte une tare génétique à un caractère dominant et qui pourrait mettre en danger la survie de l'espèce. La nature le fait triploïde, donc stérile, et donc la tare s'arrête avec cet animal-là. Le problème, là, c'est qu'on produit ces animaux-là en grande masse et qu'on s'aperçoit que, du coup, il y a aussi des problèmes de non-stérilité, etc. Et sans aucun principe de précaution, sans aucune traçabilité. Moi, je suis à jeun de demander à quelqu'un qui nous fasse la cartographie des parcs, des poches où il y a des triploïdes ou des diploïdes issus des closeries ou des suites naturelles. Tout est mélangé. Moi, j'ai des collègues à Oléron qui sont sur du naturel, capté à Oléron, élevé à Oléron, affiné, parce que dans les miroirs, il y a l'affinage, au même titre que l'affinage des fromages. C'est la caractéristique de chez moi. Et Est-ce que tu peux juste leur rappeler ton boulot? Moi, je suis mytiliculteur, du coup, je suis sur les moules. Ouais, mais je vis à Oléron, donc je vis au milieu des parcs à vitres. Et ces gens-là qui n'achètent pas de produits à l'extérieur, ils sont en autonomie totale, qui ne transhument pas leurs huîtres, et ils font tout le cycle sur Oléron, commencent à s'apercevoir dans leur tri qu'ils ont des huîtres triploïdes, quoi. Et là, ça pose souci. Et alors après, sur les mortalités, ce qui n'est pas dit dans le truc, là, le gars d'Ifremer ne le dit pas, mais c'est que quand on analyse, alors on trouve l'herpès virus et la bactérie, mais on trouve surtout des aberrations chromosomiques monstrueuses, de l'anoploïdie, de la polyploïdie, enfin voilà, c'est le gros bordel total. Ce qui nous fait dire aussi, nous, un peu à la conf, qu'effectivement, il y a certainement un souci avec les écloseries. Le souci, il est dans pauvreté génétique et donc couverture antibiotique dans les écloseries et tout. Il y a aussi certainement, quelque part aussi, une incidence de la qualité du milieu, parce que quand on va vers des désordres chromosomiques, c'est perturbateur endocrinien et derrière, c'est quand même pesticide. Donc la qualité des eaux et rivières a aussi certainement un rôle. Voilà. Mais les produits chimiques de l'écloserie aussi, enfin, voilà, c'est compliqué. Ce que je vous propose, il se trouve qu'on n'a pas entièrement privatisé l'endroit toute la soirée, donc il nous faut libérer la salle, mais pour autant, on vous invite à nous rejoindre en haut. Vous allez pouvoir faire autre chose que boire nos paroles, entre autres, dégustation de huîtres, triploïde, m'a-t-on dit, je crois. C'est ça. Et il semblerait que, puisqu'on parlait de pédagogie, il semblerait que demain France Inter porte un éclairage sur ce travail-là, première chose, et que deuxième chose, on a quand même noté quelque chose, l'huître triploïde naturellement artificielle, le titre interpelle, le film interroge et le site internet. Et donc, vous trouverez dès demain, c'est de l'art. Le film sera en accès libre dès demain. Voilà, tout le monde pourra vraiment le voir. Si vous voulez faire circuler. Avec le lancement du site internet huître-triploïde.fr. Et on compte sur vous pour